Je suis Christine Duval et j'ai en charge le budget intégrant l'égalité femmes-hommes et je travaille au sein de la mission de soutien à la vie associative, qui est elle-même une des missions de la DDPV, direction de la politique de la ville, elle-même une des directions de la NCT. Avec quelques collègues, on a eu à cœur de travailler et de décliner le mois de l'égalité à travers la plateforme. Donc, vous retrouverez sur la plateforme des actions inspirantes. Vous retrouverez aussi quelques documents que vous pouvez en partage sur cette thématique. Mais surtout, nous avons commencé le mois par un webinaire le 5 mars dernier où nous avons fait dialoguer la ministre de la Ville avec Bouchra Azouz, qui est réalisatrice. Et comme en écho à ce premier webinaire, aujourd'hui, nous nous retrouvons en attrapant le sujet sous un angle beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret, en nous intéressant aux outils comme levier d'égalité entre les femmes et les hommes. Avant de laisser la parole aux différentes intervenantes, et nous avons quand même un intervenant, je vous rappelle quelques petites règles pour que le webinaire se déroule le mieux possible. Donc, la séance est enregistrée et elle fera l'objet d'un replay que vous pouvez retrouver sur la grande équipe. Nous vous demandons de veiller à couper vos micros pour éviter les interférences. Si vous avez la possibilité de vous renommer, ce serait super et parfait parce que comme ça, on peut vous repérer plus facilement. Vous disposez du chat si vous le souhaitez pour poser des questions, partager vos réflexions et dans la mesure du possible, si certaines et certains d'entre vous veulent réagir après l'ensemble des interventions, on tentera de vous donner la parole si le temps ne nous manque pas. Mais je n'en dirai pas plus et je laisserai Éric Bria ouvrir cette séquence par un mot d'introduction. Éric est le directeur de la coordination des programmes au sein de la DDPV et a impulsé toute la démarche autour du budget intégrant l'égalité femmes-hommes. C'était donc la personne idoine pour nous dire ce mot d'accueil. Éric, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Christine. Bonjour à toutes et à tous pour l'ouverture de ce webinaire sur les outils comme levier d'égalité femmes-hommes dans les quartiers politiques de la ville. Déjà pour resituer les choses sur le sujet égalité femmes-hommes et sa relation avec les quartiers prioritaires, je dirais qu'on doit considérer les choses selon deux angles finalement complémentaires. Le premier angle, c'est celui de la constatation des discriminations et des inégalités subies par les femmes. Alors, c'est vrai de l'inégalité dans l'orientation scolaire, c'est vrai de l'inégalité dans l'accès à l'emploi, c'est vrai aussi du poids de la monoparentalité. Il y a beaucoup de familles monoparentales dans les quartiers politiques de la ville et ce sont principalement des familles monoparentales dirigées par des femmes. Mais une fois qu'on a fait ce constat, il y a un autre angle d'approche qui est pour nous, en termes de politique de la ville, au moins aussi intéressant, qui est aussi l'angle des solutions, je dirais. C'est-à-dire que les femmes, elles apportent leurs propres solutions à ces difficultés. Le succès scolaire en témoigne. Des opérations et des dispositifs ont pu se mettre en place au fil des années. Je pense en particulier au dispositif des femmes relais. Je pense aux marches exploratoires des femmes qui permettent aux femmes d'intervenir dans la transformation de l'espace public. Je pense aussi à l'implication des femmes dans l'entrepreneuriat et dans le développement des activités économiques dans les quartiers. Alors, avec toujours cette double vision des choses, c'est-à-dire une vision qui est celle de la constatation de l'existence de discrimination et d'inégalité, mais aussi de l'existence de solutions qui sont mises en œuvre à l'initiative même des acteurs des quartiers, notamment des acteurs associatifs. La politique de la ville, elle soutient des actions qui sont destinées à répondre à ces difficultés et à accompagner les femmes dans la réalisation de leurs projets. À titre d'exemple, j'en citerai trois. Les marches exploratoires des femmes qui ont été conduites par France Médiation pendant pas mal d'années, ou encore deux initiatives que nous avons dans le cadre de Tremplin Asso, celle portée par l'association Révèle qui porte sur le parcours d'accompagnement aux jeunes filles pour améliorer leur confiance en elles,
et celle de l'association Rebond, également lauréate de Tremplin Asso, donc, qui vise à développer le rugby féminin. Donc, je donne un peu tous ces exemples et pour situer plus le contexte qui est celui dans lequel nous avons conçu ce webinaire et la logique dans laquelle elle s'inscrit. Alors évidemment, ça s'inscrit dans l'actualité, le mois de l'égalité femmes-hommes, dans le prolongement de la journée, du 8 mars. C'est aussi, on le sait, l'égalité entre les femmes et les hommes, une des grandes causes du quinquennat du président de la République. C'est aussi quelque chose qui est porté par les pouvoirs publics avec des déclinaisons et des actions très opérationnelles. Le 8 mars dernier, j'en signalerai une, le 8 mars dernier, Frédéric Fender, qui est délégué général du mouvement associatif, a été nommée ambassadrice de l'égalité femmes-hommes dans l'ESS, aux côtés de 4 autres femmes, par Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'ESS. Frédéric Fender nous fait l'honneur et l'amitié, petit clin d'œil au fait que nous avons travaillé autrefois ensemble, de participer à ce webinaire. L'ANCT soutient pour sa part le mouvement associatif, notamment pour sa contribution à la structuration des associations. Alors, ce webinaire, aujourd'hui, il a plusieurs caractéristiques. D'abord, il a pour objectif de proposer des outils pédagogiques et réutilisables pour identifier les freins, pour modifier les pratiques, pour enclencher des dynamiques vers moins de discrimination et plus d'égalité entre les femmes et les hommes. On l'a conçu comme un temps qui permet de mettre en avant des pistes concrètes et des expériences utiles et qui ont vocation à être diffusées. Il s'adresse à tous les acteurs de la politique de la ville en proposant des outils variés à destination des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales, du monde associatif, bref, des partenaires qui font vivre formellement et au quotidien la politique de la ville dans les quartiers. L'égalité femmes-hommes, on le sait, c'est une démarche d'amélioration continue qui est souvent impulsée par une poignée de personnes qui agissent contre les stéréotypes. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont trouvé des modes opérationnels de fonctionnement qui permettent de progresser. Les délégués départementaux aux droits des femmes, par exemple, travaillent en coopération avec les services politiques de la ville et c'est souvent quand ce duo-là arrive à bien se composer qu'on arrive à bien avancer sur la mise en œuvre de l'égalité femmes-hommes dans le cadre de la politique de la ville. Les centres de ressources de la politique de la ville se sont emparés vraiment de ce sujet au travers de temps de formation qui sont proposés à tous les acteurs et au travers d'une coordination nationale. Et enfin, évidemment, les associations sont source de propositions innovantes et pragmatiques. On voit bien qu'il y a matière à agir progressivement, mais sans faiblir sur le rythme, parce qu'il ne s'agit pas de différer les choses au calendrier grec. Il faut véritablement pouvoir avancer, mais on sait qu'on va avancer sur un chemin de progrès et de façon progressive. C'est un peu la démarche qu'on a adoptée, nous, quand on a lancé le budget intégrant l'égalité femmes-hommes sur les crédits spécifiques de la politique de la ville, les crédits du programme 147. C'est une démarche que nous avons initiée en août 2019 pour la campagne de subventionnement de 2020, mais qui a vocation évidemment à se poursuivre, à s'enrichir et à être dotée d'outils plus opérationnels pour pouvoir être traduite dans les faits. Donc voilà les quelques mots que je voulais vous donner, vous dire en ouverture de ce webinaire. Il va y avoir ensuite le témoignage de la direction départementale de la cohésion sociale de l'Essonne et ce sera un témoignage à 2 voix puisque Christine Boyard, la déléguée départementale aux droits des femmes, et Christielle Hamon du Bureau des publics et des territoires prioritaires vont nous parler du sujet et c'est bien l'incarnation de ce duo qui nous paraît être quelque chose de très efficient. Une présentation également à 2 voix des questions d'employabilité des femmes avec un zoom sur l'application Sophie avec Constance Lecomte qui travaille sur l'analyse territoriale à l'Observatoire des territoires et Elga Mondésir, responsable de l'Observatoire national de la politique de la ville. Il y aura enfin une présentation de l'Inclusiscore, un outil pédagogique destiné à évaluer l'inclusion par Frédéric Fender, que je citais tout à l'heure.
Voilà, je n'en dis pas plus parce que le temps nous est compté. Il faut qu'on puisse avancer sur les présentations. Merci en tous les cas à toutes et à tous de nous avoir rejoints et je souhaite qu'effectivement cet après-midi, on puisse vous éclairer, nous éclairer mutuellement sur des solutions et des pistes concrètes d'action pour promouvoir l'égalité femmes-hommes de manière très concrète et opérationnelle dans les quartiers. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Eric, et merci pour ce cadre qui nous permet d'avancer au cours de ce webinaire. Comme vous avez tout dit, je vais laisser la parole à Christelle Hamon et à Christine Boyard de la DD de l'Essonne pour qu'elles nous présentent la manière dont elles se sont emparées du budget intégrant l'égalité femmes-hommes et de la grille de lecture des projets. Mesdames, c'est à vous. Bonjour à tous et toutes. Je suis Christine Boyard, déléguée départementale aux droits des femmes. Et dans un bureau pas très loin de moi, il y a Christelle Hamon on va prendre la parole toutes les deux, chacune notre tour. On a répété notre numéro, donc ça devrait bien se passer. Donc en propos introductif, pour faire la poursuite avec ce qu'a dit M. Bria, nous avons réfléchi avec le bureau politique de la ville depuis la sortie de la directive d'août 2019 à la mise en œuvre de ce budget intégrant l'égalité, parce que ça nous a paru une excellente idée. Donc, la première année, on s'est dit, on va demander aux porteurs de projets de classer directement leurs projets en G0, G1, G2. Alors, pour rappel, G0, l'égalité n'est pas prise en compte, G1, l'égalité n'est pas une priorité, et G2, l'égalité est un objectif prioritaire. Quand les projets nous sont arrivés, on s'est rendu compte que ce classement n'était pas vraiment bien compris, pas bien fait. Par exemple, les actions du CIDFF, qui est une des assos qui travaille le plus sur l'égalité femmes-hommes, étaient toutes classées en G0, je ne sais pas par quelle opération, mais bref, on s'est dit ça ne fonctionne pas, il va falloir réfléchir à nouveau. Donc, pour 2020, on s'est dit on utilise un outil, on essaye de voir notre objectif numéro 1, c'est d'attirer l'attention des porteurs de projets sur la transversalité de l'égalité et aussi on va essayer de faire avancer sans avoir trop d'ambition, mais commençons par quelque chose et on a réfléchi à un outil ensemble. Donc Christelle Hamon va vous proposer cet outil et après je reviendrai sur les conclusions. Christelle, c'est à toi. Merci Christine et bonjour à tous. Donc effectivement, comme Christine l'a annoncé, nous avons eu la chance de collaborer directement avec elle, tout simplement parce que nous sommes dans les mêmes locaux, ce qui n'est pas le cas pour de nombreux partenaires. Et nous avons ensemble déterminé les enjeux prioritaires donc en matière d'égalité femmes-hommes sur le territoire essonnien. Ainsi, donc, on a déterminé 3 objectifs. Le premier, c'est la sensibilisation et la prise de conscience de l'ensemble des acteurs. Le deuxième objectif, c'est la prise en compte de cette thématique, pas seulement au niveau des projets qui ont été proposés, mais également au niveau de la gouvernance des porteurs et de leurs équipes. Et enfin, le dernier objectif était de pouvoir déterminer quel était le besoin en formation relatif à cette thématique sur notre territoire. Donc, nous avons élaboré un outil qui répondait à nos attentes. Et pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les travaux de l'ANCT, initiés par M. Bria, suite au groupe de travail associant les représentants des différents acteurs. Et également, nous avons utilisé la grille indicative de questionnement initiée par Paris. Donc, on a élaboré cet outil sous forme de questionnaire, sous forme de tableau Excel, et ce pour 2 raisons. Donc, je vous explique. Je vais vous le présenter comme ça. Tac. Ouais, alors, attendez. Hop, voilà, partage. Et il est là. Partager. Alors, cette grille reprend donc nos objectifs que je vous ai cités précédemment et on a voulu qu'elle soit simple à utiliser et rapide pour les porteurs parce qu'on leur demande encore de remplir un document supplémentaire de façon à ce que ce soit moins chronophage. J'y ai intégré des menus déroulants
qui leur permet en fait d'avoir des réponses exhaustives et de choisir rapidement leurs réponses. Et également des formules qui vont calculer, voilà, qui vont faire les calculs, notamment, comme vous pouvez le voir, du nombre de bénéficiaires genrés et qui vont nous donner les résultats au niveau des pourcentages. On a également laissé des parties libres concernant d'éventuels commentaires ou des perspectives mises en place par les associations. Le deuxième objectif d'utiliser un tableur pour nous a été de pouvoir surtout compiler ces données et pouvoir en faire une analyse. Donc, on a réfléchi en amont. Pour ce faire, on a travaillé en collaboration avec la gestionnaire financière de la DDCS, Nadège Rousselot, de manière à fiabiliser cette grille et à en assurer la remontée exploitable de données. Donc, cette dernière a réalisé un outil de traitement de ces données qui seront ensuite retraitées pour pouvoir être analysées. Donc, ensuite, on a pensé à la diffusion de cet outil de façon à toucher l'ensemble des acteurs. Nous avons diffusé ce questionnaire auprès des partenaires, chefs de projet politique de la ville, des collectivités territoriales et des porteurs associatifs à l'occasion du lancement de notre appel à projet politique de la ville 2021, qui a eu lieu mi-octobre. Donc, nous avons demandé à chaque porteur de projet de rattacher le questionnaire sur la plateforme Dauphin lors de la saisie de leur dossier de demande de subvention. Au fur et à mesure des remontées de ces questionnaires, j'ai fait quelques réajustements sur la grille. Donc, au regard des premiers éléments que nous avons pu avoir en restitution, les grilles nous ont déjà permis dans nos premiers comités de programmation, notamment concernant le nombre de bénéficiaires en QPV genrés ou encore de la prise en compte prioritaire ou non, comme le faisait remarquer Christine Boyard, sur les actions qui ont été déposées. Alors, à ce jour, nous avons retraité sur 794 dossiers saisis. Nous pouvons en exploiter 271, soit environ 34% des grilles pour le moment. Et nous avons un objectif ambitieux de 80%. À l'issue de cette expérimentation, nous avons aussi réfléchi sur comment utiliser ces données. Donc, après retraitement de ces informations grâce à notre outil, une analyse ciblée sur notre territoire pourra être effectuée par Christine Boyard, à qui je laisse la parole. Merci Christelle. Qu'est-ce qu'on va faire à la suite de cet outil? D'abord, quelques constats immédiats, des constats sur des pistes d'amélioration. Donc, vous voyez, pour l'instant, on n'a pas tout reçu tous les questionnaires parce qu'il y a pas mal de structures qui ne les ont pas remplis. Donc, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est basé sur du déclaratif. Mais bon, de toute façon, dans l'ensemble de nos demandes de subvention, on est souvent comme ça dans le déclaratif. Il y a une relation de confiance qui s'installe. Donc, on est bien dans cet état d'esprit. En revanche, on a vu apparaître vraiment des points positifs tout de suite et des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. C'est-à-dire qu'immédiatement après l'envoi du questionnaire, on a eu des demandes d'entretien avec moi pour une première sensibilisation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être davantage dans cet état d'esprit d'égalité? Quels sont les points sur lesquels on peut lancer des actions, etc. Donc, des demandes d'une communauté d'agglos, des demandes aussi des délégués du préfet. Donc, j'ai assuré juste une petite heure de sensibilisation avec un quiz et quelques exemples, avec dans l'idée de les former plus tard. Donc ça, c'était un premier constat positif. Et le deuxième point positif, c'est que, comme vous l'a dit Christelle, c'est qu'on a des données très intéressantes qu'on va pouvoir exploiter. Alors, ça va me demander du temps de travail, comme ça demande beaucoup de temps de travail à mes collègues. Et donc, on s'est dit, parce qu'on a peu de temps à consacrer, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur 2 points. Donc, comme elle vous l'a dit, Christelle Hamon, la gouvernance, parce qu'on sait, mais comme ça, de façon intuitive, que la majorité des associations sont dirigées par des hommes, mais que bien souvent, le gros des troupes et le gros du travail est assuré
par les femmes, mais on voudrait bien en avoir le cœur net et peut-être affiner ces données qui sont vraiment intuitives. Et d'autre part, on voudrait faire apparaître aussi des besoins de formation parce qu'en même temps, on a lancé un projet, une demande auprès du Centre de ressources politiques de la ville pour justement former les acteurs sur le budget intégrant l'égalité, sur lorsqu'ils montent un projet, comment intégrer de façon transversale l'égalité dans ce projet. Voilà. Pour ce qui est de la suite, on voudrait travailler mieux sur le bonus financier, parce que la circulaire prévoyait un bonus financier, mais on s'est rendu compte dans les outils qu'on ne disposait pas d'une somme spécifique pour l'allouer à ce bonus financier. Donc voilà, ça fait partie des axes de travail. Et le deuxième travail, là, c'est un questionnaire qu'on a donné en amont. Quid de l'aval? Est-ce que dans le bilan, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire apparaître? Comment, enfin, le bilan, le CERFA, il n'est pas prévu pour cet objectif précis. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Voilà, donc on avance petit à petit et on espère faire mieux la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup Christine, merci beaucoup Christelle pour votre intervention. Je me permets tout de suite, avant de donner la parole à Elga et à Constance, de relayer une question qui est sur le chat et qui nous demande s'il est possible de recevoir le tableau que vous avez présenté. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on le mette sur la plateforme La Grande Équipe de telle sorte à ce qu'il puisse être partagé? Oui, il n'y a pas de souci. On va vous mettre ça en ligne. Ok, super. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très exhaustive et puis tout ce travail qui a été réalisé autour du budget intégrant l'égalité femmes-hommes. Nous allons passer à l'intervention de Elga Mondésir et de Constance Lecomte. En introduction, juste vous redire que la question de l'emploi des femmes dans les quartiers prioritaires est vraiment un vecteur d'émancipation, que lorsque Madame la ministre s'est exprimée et Madame Bouchra Azou s'est exprimée également le 5 mars dernier, elle pointait cet élément comme important pour les habitantes des QPV dans leur mise en route et dans une nouvelle dynamique, que l'accès à l'emploi était vraiment une variable et un vecteur assez important pour aller vers plus d'émancipation. Elga, Constance, je vous laisse la parole pour que vous nous présentiez l'application Sophie, mais aussi des éléments factuels, des éléments statistiques sur l'emploi et les femmes dans les QPV. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous voyez bien mon écran et le PPT que je souhaite présenter. Donc, l'objectif de notre présentation à deux voix, Constance et moi-même, c'est de vous présenter des outils qui permettent d'objectiver la connaissance qu'on a de la situation des femmes dans les quartiers, mais aussi dans leur environnement. Donc, on vous présentera des outils, mais ce que je souhaite présenter au départ, c'est quelques éléments de connaissance que vous avez tous, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des chiffres en tête. Donc, en QPV, les femmes qui sont plus jeunes représentent 52% de la population. Donc, c'est un taux équivalent au reste du territoire. Pour autant, on trouve davantage de femmes âgées en et hors quartier. Elles sont à la fois plus jeunes, mais en et hors quartier, on trouve davantage de femmes âgées que d'hommes âgés. C'est un résultat assez classique qui est lié à l'espérance de vie des femmes. Si on s'intéresse à la question de l'éducation, on observe que dans les quartiers prioritaires, et également en dehors des quartiers prioritaires, le taux de réussite au brevet des élèves est plus important chez les filles que chez les garçons, et en particulier dans le secteur public, puisque dans le secteur privé, on observe moins de différence entre les filles et les garçons. Autre donnée importante que je n'ai pas indiquée là sur la slide, c'est s'agissant ensuite de l'orientation en seconde et en première, on observe que les filles s'orientent davantage vers les filières généralistes, avec un écart important, plus important entre les filles et les garçons en QPV qu'en dehors des QPV. Donc ça, c'est un résultat intéressant. Pour autant, ce qu'on voit, et c'est ce que montre la publication, celle-ci, qui est parue récemment, la dimension territoriale de l'accès à l'emploi des femmes
de l'Observatoire des territoires. Donc, il y a un focus sur la situation des QPV que quelqu'un de l'équipe de l'ONPV a rédigé. S'agissant de l'insertion professionnelle, les femmes en QPV sont moins actives que les femmes en dehors des QPV et sont beaucoup moins actives que les hommes. Elles sont donc plus souvent en dehors de l'emploi que les hommes. Et lorsqu'elles sont actives, c'est-à-dire lorsqu'elles sont sur le marché du travail, elles sont moins au chômage, mais en même temps, elles sont beaucoup plus fréquemment à temps partiel, une forme de temps partiel subi, puisqu'elles souhaitent davantage travailler. Par ailleurs, elles occupent des postes avec des conditions de travail plus précaires, donc c'est-à-dire des CDD et de l'intérim, et sont majoritairement à des postes d'employés. Autre élément important, et Éric Briat l'a mentionné, mais on a des éléments d'objectivation, les femmes résidant en QPV déclarent plus souvent avoir subi un comportement discriminatoire, donc plus souvent que les autres femmes, mais également plus souvent que les hommes qui résident en QPV. Donc, tous ces éléments sont intéressants à avoir en tête au niveau global QPV. Je vais maintenant laisser la parole à Constance, de façon à dézoomer un petit peu, un peu. Voilà. Constance, est-ce que tu... Oui, merci beaucoup Elga. Donc, ouais, j'ai partagé mon écran. Donc, moi, je suis Constance Lecomte, je suis analyste territoriale à l'Observatoire des territoires. Et je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Pour l'instant, pas. Ah, ça y est, nous y sommes. Ah, ça y est, ouf, ok. Donc, effectivement, l'Observatoire des territoires, comme le mentionnait Elga, a publié récemment une publication qui s'appelle « La dimension territoriale de l'accès à l'emploi des femmes ». Et cette publication inclut un focus sur les femmes dans les quartiers prioritaires. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une application qui s'appelle Sophie, qui est en fait en quelque sorte adossée à cette publication et qui permet un diagnostic de l'accès à l'emploi des femmes et de quelques freins potentiels à son amélioration au niveau des intercommunalités, mais également dans la version que je vais vous montrer aujourd'hui, des EPT de la métropole du Grand Paris. Donc, il y a une version actuellement en ligne. J'ai vu qu'Agatmas avait partagé le lien dans le chat. C'est une version qui a 2 ans, donc les données ne sont pas à jour. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une version qui est à jour, mais qui n'est pas encore en ligne. Elle va être en ligne d'ici 1 à 2 semaines, donc vous avez un petit peu le privilège de la découvrir. Et je vais vous faire une toute petite démonstration sur l'EPT de Plaine Commune. Donc, on va chercher le nom de cette EPT. Hop. Donc, ça se présente simplement sous la forme d'une carte au départ, qui permet d'accéder à un diagnostic synthétique sur 3 dimensions de l'accès à l'emploi des femmes. Donc, d'abord, l'insertion professionnelle et les conditions d'emploi. Ensuite, les inégalités entre les femmes et les hommes, du point de vue de l'accès à l'emploi. Et enfin, une évaluation des freins potentiels que pourraient rencontrer les femmes du territoire concerné. Dans un second temps, on a un graphique qui est présenté et qui permet de voir dans le détail les valeurs prises par chacun des 5 indicateurs d'accès à l'emploi qui sont synthétisés dans la carte précédente. Alors, ces indicateurs, ils sont convertis en base 100, ce qui veut dire que on peut faire une comparaison entre la France et la situation locale. La France, elle est matérialisée par la droite en pointillé, et plus les points se situent à droite de cette ligne, plus le phénomène est renforcé. Donc, on constate ce à quoi Elga faisait référence à l'instant, à savoir que l'inactivité, par exemple, dans l'EPT de Plaine Commune, l'inactivité des femmes est très marquée. Il y a par ailleurs la possibilité d'afficher la valeur des hommes pour pouvoir comparer la situation face à l'emploi des femmes versus celle des hommes. Il y a par ailleurs sur la droite un texte qui accompagne ce graphique et qui permet de l'interpréter, qui reprend factuellement tout ce qui est indiqué dans le graphique pour en tirer une interprétation immédiate. Enfin, cette application permet d'accéder aux valeurs prises par un certain nombre de freins potentiels qui ont été identifiés
qui pourraient freiner l'accès à l'emploi des femmes. Et le graphique est construit exactement de la même façon. Il comprend par exemple un certain nombre d'indicateurs sur la structure des ménages, sur la mixité de l'offre d'emploi ou encore sur l'accueil des jeunes enfants, qui s'avère être un enjeu assez important dans pas mal de territoires. Voilà pour une présentation très synthétique de cette application qui est simple d'utilisation, en tout cas qui est conçue pour l'être et qui permet aux acteurs, on l'espère, de se saisir de la question de l'accès à l'emploi des femmes dans les territoires de façon un petit peu concrète. Je terminerai simplement en disant que cette application s'accompagnera d'un volet de dictionnaire des données pour avoir une explication sur chacun des indicateurs présentés, sur les méthodes employées, mais également accéder à un certain nombre de ressources pour comprendre, pour aller un petit peu plus loin et comprendre vraiment ce qui se cache derrière chacun des indicateurs. Je vais repasser la parole à Elga. Oui, donc Constance vous a présenté donc, un certain nombre d'indicateurs et d'outils qu'il est possible d'utiliser à la maille des EPCI et des EPT. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer l'outil qui permet d'avoir des indicateurs au niveau des quartiers prioritaires. Donc vous connaissez sans doute le SIG Ville. Donc là, je vais prendre le même territoire que Constance, donc pleine commune. Je vais sélectionner le contrat de ville. Donc, en sélectionnant le contrat de ville, donc je vais avoir l'ensemble des communes du contrat de ville, mais aussi l'ensemble des quartiers prioritaires du contrat de ville. Et puis, on va se rendre sur un quartier en particulier. Par exemple, je ne sais pas, celui-ci. Donc ici, on arrive sur la fiche du quartier. Et donc, vous avez ici déjà un certain nombre de fiches thématiques qu'il est possible de consulter et de façon à avoir des données sur la démographie, l'éducation, l'insertion professionnelle. Donc, pour un certain nombre de fiches et un certain nombre de données, on a des données genrées. Et puis, peut-être reprendre pour accéder aux indicateurs que vous a présenté Constance, sur l'onglet démographie ici, vous allez avoir tout un ensemble de données qui, la plupart du temps, sont genrées. Parmi celles-ci, les données liées à l'emploi, donc avec le taux d'emploi des femmes, le taux d'emploi, la part des emplois précaires parmi les emplois chez les femmes, le taux d'activité, etc. Donc, toutes ces données, vous les avez au niveau quartier prioritaire. Donc, pour chaque quartier prioritaire, vous avez ces informations. Donc, ce sont des taux à chaque fois que vous pouvez utiliser et vous pouvez ainsi switcher d'une approche au niveau de l'EPCI à une approche au niveau des EPCI, des quartiers prioritaires. Donc, ce qui vous permet de faire un diagnostic un peu complet de la situation sur le territoire. Je m'arrête là pour essayer de rester dans les temps, dans le temps imparti. Oui, j'ai été sévère sur ce volet-là en vous demandant toutes et tous de respecter le timing pour qu'on puisse garder un peu de temps pour les échanges avec la salle. Nous allons maintenant nous intéresser à un des acteurs incontournables qui est au plus près des habitants des quartiers prioritaires, sachant que ce sont les associations. Et je passe la parole à Frédéric Pfunder qui va nous mettre un cadre sur le monde associatif et le rapport avec l'égalité femmes-hommes, mais aussi nous présenter l'Inclusiscore. Merci beaucoup, Christine. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci à la NCT de cette invitation. Alors, je vais tenter le partage de mon écran. Hop. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Je pense que vous devez voir mon écran, tous et toutes. Donc, je suis Frédéric Pfunder, je suis la déléguée générale du mouvement associatif. Le mouvement associatif, c'est une organisation qui rassemble en son sein
des coordinations associatives sectorielles, des têtes de réseau qui représentent assez largement les champs d'activité associatifs. Et nous travaillons sur tous les enjeux de développement de la vie associative, tout d'abord en essayant au mieux de porter la voix des associations sur le développement associatif auprès des pouvoirs publics, mais aussi en travaillant avec les réseaux associatifs eux-mêmes sur tous les enjeux de transformation auxquels font face les associations, et ça recouvre évidemment les dynamiques d'engagement, et en premier lieu celle-ci, avec un sujet important pour nous qui est de savoir comment on peut rendre l'engagement le plus accessible possible pour toutes et tous. Ce qui nous a conduit à travailler en notre sein sur la question de l'inclusivité, avec une question, l'association est-elle inclusive? Le premier constat pour nous étant que, alors attendez, pardon, j'essaye de faire passer mon écran et je n'y arrive pas, ce qui est évidemment un problème. Voilà. Notre premier sujet étant de se dire, est-ce que l'association est inclusive par nature? La réponse est bien évidemment non. En revanche, il y a beaucoup de moyens pour qu'elle le soit, qu'elle le devienne. On est parti de quelques premiers constats à l'origine du projet, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'inégalités qui influent sur l'engagement dans les associations, que ce soit des origines sociales, l'inégalité territoriale d'accès à l'engagement, les inégalités économiques d'accès à l'engagement, le constat d'un bénévolat parfois plus masculin dans certains secteurs, plus féminin dans d'autres, le constat d'une égalité, d'une parité qui n'est pas atteinte dans les gouvernances, de la même façon dans les questions d'emploi, enfin de salariat dans les associations, avec une très très grande majorité de salariés associatifs qui sont des femmes, mais moins au niveau des directions. Bon, mais en se centrant plutôt de notre point de vue sur les questions d'engagement. On sait aussi que certaines pratiques associatives peuvent parfois renforcer les inégalités. Enfin, on revient à la question de la gouvernance, avec des responsabilités associatives qui sont davantage aujourd'hui occupées par des seniors et des hommes, des mandats parfois insuffisamment renouvelés, donc qui vont fragiliser la transmission au sein de l'association, un recrutement entre guillemets des bénévoles qui parfois laisse trop de place à la question des compétences, avec des frontières parfois tenues entre l'accès à l'engagement et une forme de processus de recrutement. Et aussi des questions qui sont peu ou pas posées au sein de l'association dans le cadre de son fonctionnement interne et de sa gouvernance, que ce soit sur la question qui nous occupe aujourd'hui de la parité, de l'égalité femmes-hommes, mais aussi sur la question de l'homophobie, du racisme, de la diversité sociale, de la diversité d'âge. Donc pour nous, évidemment, la question de l'inclusion, elle se pose avant tout vis-à-vis du projet associatif lui-même, donc pas de l'action d'une association, mais bien de son projet collectif, de son projet associatif, que de l'ouverture de l'association dans ses pratiques et par ailleurs sur les questions de sa gouvernance. C'est ce qui nous a poussé à travailler sur un outil. Donc en partant de cette idée que l'association est d'abord inclusive en pensant son projet, dans la façon dont elle fait vivre au quotidien son projet. Une association inclusive, c'est une association qui est ouverte à toutes les personnes qui expriment l'envie de s'engager dès le départ du projet et dans toutes les étapes du projet, et avec des pratiques collectives qui puissent être adaptées à la diversité des profils et des acteurs. Et c'est une association inclusive, c'est une association qui s'adresse aux personnes les plus éloignées des démarches d'engagement, mais en mettant en œuvre pour ça des pratiques volontaristes et qui portent bien une volonté d'émancipation individuelle. Et les bénéficiaires de l'inclusion, c'est ceux qui sont inclus certainement, mais aussi ceux qui se donnent la capacité d'inclure. D'où l'importance pour une association de penser ces questions-là dans son projet. Et c'est pour encourager cette réflexion au sein de chaque association qu'on a souhaité mettre en place un outil de questionnement qui est l'Inclusiscore, dont je vais vous dire quelques mots. L'Inclusiscore, c'est un questionnaire, tout simplement, que chaque association peut remplir,
qui se décompose en 3 parties et 22 questions, avec une première partie sur le projet associatif, c'est-à-dire comment est-ce que l'association, dans son projet, va accueillir les bénévoles, intégrer la diversité des formes d'engagement, des engagements ponctuels, des engagements plus longs. Est-ce qu'on met en place des formations pour les nouveaux bénévoles? Est-ce qu'il y a une attention à favoriser l'accès de tous au projet associatif et à l'engagement dans l'association? Une deuxième partie sur l'ouverture à tous. Et donc là, nous sommes sur, on va y revenir, mais sur les questions de l'égalité femmes-hommes, du racisme, de l'homophobie, etc. Et un regard sur la gouvernance. Pour chaque question, je vais vous donner quelques exemples après, l'association peut attribuer une note de 1 à 6, 1 étant la plus basse, 6 la plus haute, au regard de sa propre situation, de la situation de l'association. Et à l'issue du test, on obtient un score. Ce qui est important, c'est que pour nous, ce questionnaire, il peut être rempli par un dirigeant associatif, certainement, mais aussi de façon collective, par le bureau de l'association, par un petit groupe de bénévoles qui va interroger les pratiques de son association et porter un regard sur ce qui se fait. Donc, quelques exemples de questions. Vous voyez, l'outil est vraiment très simple, hein, on passe page après page. Une question dans cette première partie sur le projet associatif, sur les trajectoires d'engagement. Votre association met-elle à disposition les moyens nécessaires pour un bon accueil des nouvelles personnes, le temps d'accueil, d'accompagnement, le livret d'accueil qui s'engage dans l'association? Donc là, l'association répond, 1, si elle ne fait absolument rien du tout, 6, si on considère que c'est absolument parfait. Et on passe à la question suivante. Donc, parmi les 8 questions de cette partie-là, vous avez des questions donc, sur les questions de formation, la réflexion qu'il y a pu avoir pour accueillir des envies d'engagement plus ponctuelles, des personnes moins disponibles, etc. La deuxième partie va porter sur l'ouverture à tous. Donc là, c'est à la fois la réflexion sur l'égalité femmes-hommes dans les instances, mais aussi parmi les membres de l'association. Des questions sur la prise en compte des questions de lutte contre l'homophobie, de transphobie, de haine anti-LGBT dans l'association. Est-ce que ces questions-là ont été discutées et prises en compte? Et puis, vous allez avoir un certain nombre d'autres questions aussi sur la diversité générationnelle. Y a-t-il une attention qui est portée sur le fait d'avoir une diversité générationnelle dans l'association, une diversité d'origine sociale? Est-ce que ces questions sont évoquées, pensées dans l'association? Donc à nouveau, l'égalité femmes-hommes, vous voyez, on a plusieurs questions sur ce sujet-là. Et enfin, dans la dernière partie, regard sur les pratiques de l'association en matière de gouvernance. De la même façon, un certain nombre de questions pour que l'association s'interroge sur ce qu'elle a pensé en son sein. Est-ce qu'elle a mis en place des pratiques? Est-ce qu'elle y a réfléchi? Est-ce qu'on a discuté? Est-ce qu'une gouvernance plus horizontale, plus participative a été mise en place avec des techniques de prise de parole, une gouvernance collégiale, etc. Est-ce qu'il y a une réflexion sur le renouvellement des instances, une limitation des mandats, un système de mentorat qui peut permettre une transmission d'une personne à l'autre? Est-ce qu'il y a une réflexion sur le partage des responsabilités qui permet aussi un accès plus important à des nouveaux entrants dans l'association? Parce que si on partage les responsabilités, ça permet de favoriser des engagements peut-être moins importants que quand tout repose sur une seule personne. Et ça, ce sont des constats qu'on peut faire assez souvent. Diriez-vous que votre association est égalitaire dans son fonctionnement de gouvernance du point de vue des postes stratégiques? Parce que ce qu'on constate assez souvent, c'est que des femmes peuvent intégrer des conseils d'administration d'associations. C'est même assez souvent le cas, hein, puisque les chiffres globaux montrent qu'il y a à peu près un peu moins, mais 50% de femmes dans les conseils d'administration associatifs. Ceci dit, plus sont de grosses associations, moins il y a de femmes. Et plus on a des titres, je dirais, moins il y a de femmes également. Il y a, dans les associations locales, par exemple, on est autour de 40% de femmes présidentes. Dans des associations nationales, on passe à 30%, dans des fédérations, on passe à 27%. Donc, on voit bien là cet effet plafond de verre qui doit nécessiter des interrogations en interne au sein des associations sur la façon dont elles font fonctionner leur gouvernance. Quand vous avez fini les 22 questions, vous avez un score global. Là, c'est un exemple, hein, et qui vous affiche également
quelle est la moyenne des associations qui ont répondu à l'instant T. L'Inclusiscore, il a vocation à bouger sans arrêt, puisque plus des associations répondent à l'Inclusiscore, plus les scores bougent, puisqu'ils s'implémentent au fur et à mesure. Et en fait, ces scores-là sont juste des éléments indicatifs pour permettre à l'association de voir où elle se situe, elle, quels sont ses points forts, on va dire, d'une certaine façon, ce sur quoi elle peut avancer différemment, sachant que on peut refaire l'Inclusiscore autant de fois qu'on le souhaite, voir quelles sont les évolutions au fil du temps, comment on se situe par rapport à un ensemble, et partir sur une démarche de progrès. Pour ça, on essaye de donner un certain nombre de ressources qu'on doit encore compléter. Hein. C'est un travail permanent. Donc là, quelques exemples sur les ressources qu'on propose sur l'égalité femmes-hommes. Également des ressources sur la question de la gouvernance, sur la question de l'inclusion des parties prenantes. On a d'autres ressources sur la question du handicap, de la lutte contre les discriminations de façon générale, etc. Donc c'est un outil largement accessible, www.inclusiscore.org, avec vraiment le souhait pour nous que le plus d'associations possibles y répondent et engagent cette démarche de réflexion interne sur leurs propres pratiques, qu'elles puissent aller chercher de la ressource. Et là encore, on a évidemment un travail et j'espère que ce webinaire en est un exemple et on espère pouvoir en développer un certain nombre d'autres sur des sujets spécifiques pour apporter de la ressource, de la réflexion, partager des pratiques surtout de ce que font les uns et les autres, parce que beaucoup de pratiques existent dans les associations, mais ne sont souvent pas forcément connues entre elles. Donc, c'est tout l'intérêt de l'Inclusiscore, engager la démarche de réflexion. Je pense que c'est assez cohérent avec ce qui a pu être présenté auparavant, notamment sur la grille, sur la question du budget égalité femmes-hommes. Enfin, l'idée est vraiment de pousser les acteurs associatifs à s'interroger et à transformer leurs pratiques en interne. Juste pour finir, je m'arrêterai là, mais juste un mot, puisque Eric Bria a bien voulu faire état de la démarche qui a été initiée par Olivia Grégoire, la secrétaire d'État à l'ESS, et qui effectivement a souhaité nommer des ambassadrices pour les différentes familles de l'ESS, donc sur les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations. Et j'ai l'honneur d'en faire partie. C'est évidemment là aussi un travail à venir, c'est-à-dire que l'idée, c'est bien de s'inspirer de tout ce qui se fait et d'essayer de diffuser au maximum la nécessité de travailler sur ces enjeux-là. Je pense qu'il y a assez peu de réponses toutes faites, même si on connaît des bonnes pratiques. Mais l'idée est bien que ça devienne un sujet au cœur de chaque association et que chacune s'interroge pour faire progresser ces questions. Voilà, Christine, je prends la parole. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce que vous voulez bien départager votre écran pour qu'on essaye de se voir un maximum? J'entends bien tout ce que tout le monde dit, c'est un sujet en marchant, l'égalité, ça ne se fait pas en claquant des doigts et ça prend aussi du temps. Je vois que pour l'instant, on a peu de réactions au niveau du chat, mais néanmoins, j'ai interpellé 2 personnes, dont Patrick Chevalier, qui est producteur de films, qui est membre de Femmes et Mixité dans le sport et qui est aussi membre du CNV. Je vous avais déjà vu le 5 mars dernier dans la petite vignette et je sais que vous avez participé à la visio avec Madame la Ministre. Donc, j'ai invité Patrick à prendre la parole s'il le souhaite et aussi Fatima. Et Fatima, je te propose de laisser pour une fois la place aux hommes. Alors, merci, donc Patrick Chevalier. Donc, merci de me donner la parole. Bon, moi, je suis engagé sur l'égalité femmes-hommes, en particulier dans le sport, depuis quelques décennies. Et je suis producteur de films, dont un film qui sort en ce moment, qui est diffusé sur Sport en France, qui est sur la médiatisation du sport féminin. Voilà. Et je travaille sur un autre film pour lequel on a commencé le tournage lundi avec une association qui a été citée tout à l'heure par Eric, qui s'appelle l'association Rebond, voilà, qui œuvre sur Toulouse et sur la région de Occitanie. Et donc, on a été à la rencontre sur une des actions qu'il mène, qui s'appelle Essai au féminin. Voilà, le projet de ce film va nous emmener sur plusieurs mois, voire quelques années. Pourquoi? Parce que c'est un projet d'une série de 10 films de 52 minutes dans 10 villes différentes des quartiers populaires de la politique de la ville.
Voilà, donc on va aller à la rencontre des associations sportives et culturelles et on va surtout voir avec eux ce qu'ils font en direction de, d'amener les jeunes filles et les femmes à la pratique sportive, à la mixité et au développement donc, du sport dans les quartiers, car on sait aujourd'hui que peu de jeunes filles participent aux activités physiques et sportives dans les quartiers. Donc voilà, c'est le projet que l'on a. Donc on a commencé lundi, on aurait dû commencer déjà 6 mois, mais bon, la pandémie ne nous a pas permis d'avancer plus sur ce projet. Voilà. Concernant FEMIT, donc FEMIT, c'est Femmes et Mixité dans le sport. On mène des actions tout au long de l'année pour amener plus de femmes au poste de gouvernance dans les instances. Et je ne sais pas si vous êtes certainement au courant qu'il y a actuellement un projet de loi sur le sport qui est débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui doit amener à ce que les gouvernances des fédérations, des comités régionaux et des comités départementaux soient à 50-50. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une représentation, une parité égale hommes-femmes dans les gouvernances. Voilà, ça c'est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, sinon, nous, on organise aussi des formations en direction de notre clinique, en direction des femmes dirigeantes à haut potentiel, parce qu'on s'est aperçu que ces femmes avaient les compétences pour assumer des postes de responsabilité dans des fédérations, mais qu'elles se mettaient des freins. Et donc, on a mis en place des formations qu'on appelle réussir en mixité et donc leur permettre d'avancer dans les fonctions de gouvernance. Même chose sur les métiers du sport. Donc, on mène des actions avec d'autres fédérations pour amener un certain nombre de femmes vers les métiers du sport. Et je citerai quelque chose que j'ai fait en 2008-2009. J'avais lancé un club d'athlétisme sur le quartier du Mirail à Toulouse. Et j'ai vu arriver une dizaine de jeunes filles qui voulaient faire de l'athlétisme parce que dans les quartiers, on ne leur proposait pas le sport qu'elles souhaitaient, elles ne voulaient pas faire de sport collectif. Et j'ai pu m'apercevoir que 4 ou 5 jeunes filles étaient prêtes à poursuivre des formations style BPGEPS pour être dans l'animation d'activités sportives. Et donc, j'ai eu la possibilité, avec des fonds européens, d'amener ces 5 jeunes filles à être animatrices dans des collectivités, dans des structures associatives. Et je sais qu'aujourd'hui, il y en a au moins une qui est maintenant directrice d'une association, je crois, sportive dans la région parisienne. Voilà, donc voilà quelques exemples. Je citerai aussi un film pour terminer, je citerai un film que j'avais fait qui s'appelait 13 filles en Ovalie. C'était un film sur l'équipe de rugby à 13 100% féminine qui évolue dans un quartier aussi, je dirais, populaire de Toulouse et dont une des jeunes femmes qui pratiquait avait découvert le rugby au collège et que grâce à ce sport, elle avait pu s'insérer, continuer des études. Donc, elle a même été capitaine de l'équipe de France. Et aujourd'hui, elle est en 5e année de médecine. Et elle habite dans un quartier populaire. Et c'est grâce au sport qu'elle a pu s'ouvrir vers, je veux dire, des poursuites d'études universitaires. Voilà, c'est des exemples qui sont frappants, mais il faut être, je veux dire, moi je suis énormément présent sur le terrain parce que je crois qu'il faut être sur le terrain, discuter et faire avancer les choses. Voilà. Et merci encore de m'avoir donné la parole. Avec plaisir, Monsieur Chevalier. Et merci pour ce témoignage qui nous montre encore une fois qu'il y a l'emploi qui peut être un vecteur d'émancipation, mais pas que, le sport en est un aussi, et qui, on le voit à travers les associations que l'on peut suivre, c'est un véritable aussi facteur d'émancipation pour les jeunes filles et les femmes.
Fatima El Massaoui, je vous proposais, si tu le souhaites, pardon, de prendre la parole pour la direction régionale de Auvergne-Rhône-Alpes. On a eu quelques échanges téléphoniques, mais je sais que de ce côté-là, beaucoup de choses ont été faites au niveau du territoire de l'Ora. Je te laisse la parole. Merci Christine, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Fatima El Missaoui, je suis chargée de mission à la direction régionale et départementale de la cohésion sociale. Et depuis donc l'instruction CGET de 2019, j'ai eu la charge de coordonner en fait une animation autour de la mise en œuvre de la BIE telle qu'elle nous était demandée. Donc pour ce faire, je me suis mis au travail avec ma collègue Cécile Langlois de la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Et nous avons plutôt décidé, alors non pas de poser un diagnostic ou un constat sur la situation des femmes dans les QPV. On a pris les choses un peu différemment. On s'est dit une entrée purement budgétaire sur une approche intégrée femmes-hommes allait être pas forcément comprise par les services instructeurs en charge donc de la politique de la ville. Donc on va commencer par nos collègues, donc entre nous, on va commencer par essayer de se former à cette question-là pour savoir de quoi on parle et pour justement avoir un corpus commun sur la manière dont on appréhende la question de l'égalité femmes-hommes et notamment cette approche intégrée. Et on verra dans un deuxième temps ce qu'il en est de la programmation purement budgétaire. Alors, c'est pas complètement nouveau dans le champ de la politique de la ville, dans la mesure où les contrats de ville ont une inscription, enfin un enjeu transversal d'égalité femmes-hommes comme de lutte contre les discriminations. Mais la plupart du temps, on s'est rendu compte avec ma collègue de la direction des droits des femmes que finalement la valorisation de cet aspect-là passait par, excusez-moi le jargon, ce qu'on appelle les fameux G2, c'est-à-dire les actions spécifiques aux femmes, et qu'elle ne réinterrogeait pas l'environnement global de l'action proposée, du projet proposé, des dynamiques finalement mises en œuvre par les acteurs locaux, aussi bien du côté institutionnel que du côté associatif ou collectivité territoriale. Et c'est la raison pour laquelle on a fait intervenir donc Isabelle Guégan du cabinet Perfégal qui travaille depuis plus d'une vingtaine d'années ces questions-là. Et on a mis en place 2 sessions de formation. La première ayant vocation à déjà mettre à plat sur qu'est-ce que ça signifie égalité femmes-hommes. C'est pas compter, excusez-moi, cette approche un peu caricaturale, compter combien il y a de filles, combien il y a de femmes qui bénéficient de telle ou telle action, mais véritablement dans une approche intégrée. Et la deuxième, c'est de s'interroger sur l'environnement, sur l'approche vraiment globale des projets et de l'accompagnement qui peut être celui de l'instructeur ou du délégué du préfet, enfin en tout cas de l'acteur État accompagnant le tissu associatif et les collectivités territoriales sur l'enjeu d'égalité femmes-hommes et sur l'impact des actions qui étaient portées. Et cet impact-là, c'est à la fois l'action dans ce qu'elle propose aux bénéficiaires de l'action, mais pas que. Comment l'action questionne les propres pratiques professionnelles et, comme l'a souligné les collègues de l'Essonne, questionne effectivement la gouvernance, puisque on est bien comme dans le champ des discriminations, on est bien dans une approche systémique. Il ne faut pas simplement avoir une conception purement duale. Au-delà du fait que c'était fort intéressant et notamment d'avoir des possibilités, des espaces d'échange qui nous permettent de faire un pas de côté et de nous re-questionner sur nos pratiques, ces temps de formation, on les a proposés à tous les instructeurs en fait politiques de la ville qui étaient en charge de donner un avis d'opportunité sur les actions qui étaient proposées au financement. Et on a eu une pluralité d'acteurs, aussi bien des chefs,
et FE des services politiques de la ville, des délégués et du préfet, des collègues des directions départementales à l'égalité. C'était assez pluriel, hein, parce que dans nos organisations, elles sont assez hétérogènes, d'où aussi leur richesse. Et on a confronté ça sur des cas pratiques. Les cas pratiques, on a repris notre dossier 2019, tout simplement. On a repris notre dossier 2019 et à la lecture de ces dossiers 2019, on a, avant des partages en sous-groupe, on s'est posé en fait 3 questions parce qu'il nous apparaissait que le corpus lexical, documentaire, l'instruction qui était très très riche pouvait peut-être parfois induire des confusions. Et notre formatrice nous a proposé en fait un questionnement autour de 3 aspects. Et il s'agissait à partir de ces 3 questions-là de interroger donc les projets qui étaient proposés. Je vais le faire très rapidement. Les questions, c'était en quoi l'action proposée lutte contre les stéréotypes de sexe. La deuxième question, en quoi le projet soumis favorise l'autonomie et ou le pouvoir d'agir des femmes et des hommes, puisqu'on questionnait bien l'approche globale. Et enfin, la troisième question, c'est en quoi l'action favorise la participation des femmes et des hommes à la vie sociale, économique et familiale. Donc, à partir de cette grille de lecture, nous avons en fait élaboré, j'allais dire, notre pratique en tant qu'instructeur de la manière dont on allait dorénavant lire, comprendre les projets qui étaient et les actions qui étaient soumis par les porteurs de projets. Et de la même manière, nous avons convenu, pour avoir un socle commun, un dénominateur commun qui ensuite nous permettait cette fameuse classification de G0, G1, G2, développer en fait ces formations auprès des porteurs de projets. Donc en fait, on a mis en dynamique 2 démarches parallèles, une démarche auprès des instructeurs, des services de l'État, et une démarche auprès des porteurs de projets, quelle que soit la nature du porteur de projet et quel que soit le sujet qui est porté. On n'a pas fait des groupes pour le champ éducatif, des groupes pour le champ économique et autres, parce que l'idée, c'était bien de re-questionner la lecture qu'on avait d'un projet et pas simplement de le questionner à partir d'un champ d'intervention. Et là, on a fait appel et on travaille en dynamique avec notre centre ressources. Et donc, du coup, actuellement, donc des formations se mettent en place. Il y en a une qui va avoir lieu bientôt à Chambéry parce qu'on essaie de les décentraliser de telle sorte que ça puisse être au plus près des acteurs de terrain. Elle est ouverte à tous. Ça peut être des porteurs de projets de type Mousse, des contrats de ville, mais également des autres délégués du préfet qui n'ont pas pu être là, mais également des acteurs associatifs, quel que soit le champ des acteurs associatifs. Et l'idée, c'est effectivement d'être en capacité d'avoir une lecture commune de ce qu'on entend par une approche intégrée de l'égalité femmes-hommes. On s'est donné du temps. On s'est donné du temps en ce sens où cette question, on l'a inscrite au quart de juillet dernier, en proposant donc à ce qu'il y ait une espèce de validation institutionnelle qui donne du temps à la fois pour les acteurs institutionnels que nous sommes, mais également pour les acteurs associatifs, en se disant qu'on allait mener cette démarche sur 3 ans et que c'est à la fin de la 3e année qu'on serait vraiment en capacité d'être sur une forme de bonification. On n'a pas voulu poser dès en amont la question du bonus-malus, si vous m'excusez l'expression, mais plutôt de se dire comment on avance ensemble, comment on se questionne ensemble et comment on arrive à avoir une grille de lecture commune, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement au niveau des acteurs associatifs et au niveau des services instructeurs. Et au bout de ces 3 ans-là, on voit où on en est, on fait un bilan de là, effectivement, on posera des conditions de bonus-malus. Juste un élément que j'ai oublié de vous indiquer, dans tous nos appels à projets,
donc départementaux de chaque contrat de ville, plus l'appel à projet du service régional. On indique ces éléments-là. Par contre, on a fait le choix plutôt hétérogène de pas... certains l'avaient mis la première année en 2020, de mettre la grille, vous savez, qui nous avait été proposée avec l'instruction de 2019, qui soit n'a pas été comprise par les acteurs associatifs, soit qui a soulevé de leur part un certain nombre de questionnements. Et donc, du coup, on a essayé de les aider à cet effet. Mais on a fait plutôt le choix d'être dans de l'explicitation et de l'accompagnement par chacun des chargés de mission, instructeurs, plus que par on vous propose une grille et à la lecture de cette grille, vous vous dépatouillez avec ça. On a vraiment fait le choix en fait de les aider à monter en compétences, qu'on puisse en fait tous monter en compétences, parce que on a été assez humble là-dessus, en se disant qu'il fallait quand même qu'on fasse le point sur là où on en était et là où on voulait aller. Donc on n'a pas, voilà, on a fait ce choix-là et on continue. Donc il y a des formations qui sont mises en place cette année, ça va continuer. On continue aussi avec les instructeurs. On part du postulat qu'il y a entre guillemets un service après-vente, c'est-à-dire qu'on va les rassembler avec Cécile et puis on va travailler à l'automne sur leur programmation pour voir comment elles ont été mises en œuvre. Et l'année dernière, dans le cadre de la fin de gestion, désolée pour les termes un peu techniques, et dans la préparation du dialogue de gestion, j'ai fait un petit sondage auprès de l'ensemble des services instructeurs donc de la région pour voir si, à l'aune des éléments qu'ils avaient eus, ils avaient eu la possibilité de classifier leur dossier en G0, G1 et G2, et c'était assez intéressant. Donc on a voilà déjà un petit matériau qui va pouvoir en 2021 être aussi questionné. Merci beaucoup. Voilà pour ce qui se fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup, Fatima. Et en fait, je pense que cette approche est complètement complémentaire avec celle de la DD de l'Essonne. Je me permets de relayer très rapidement, et Fatima, si tu veux bien apporter une réponse très rapide, une question de Christine Boyard de la DD de l'Essonne. On constate que souvent, les personnes inscrites aux formations sont celles qui sont déjà sensibilisées et informées. Comment avez-vous pu contourner ce problème et faire venir celles et ceux qui sont... pour lesquels l'appétence de l'égalité est un peu plus problématique? Alors, je dirais que, alors côté acteur associatif et côté collectivité territoriale, j'ai pas suffisamment d'éléments j'ai pas suffisamment de recul pour vous répondre, mais bien évidemment que c'est comme dans le champ de la formation, plus on est formé, plus on souhaite être formé. Donc, il faut aussi pouvoir trouver des éléments de motivation pour les personnes qui ont du mal. Pour le côté acteur de l'État, j'allais dire qu'une instruction du national, c'est pour ça une nouvelle note, a vraiment motivé tout le monde, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé aussi avec je vous le dis en tant que tel, des chefs de service qui étaient très agréables, parce que du coup ça leur permettait à eux par la suite de diffuser au sein de leur service, simplement du postulat en se disant, on met de côté la programmation budgétaire, vous savez, nos piliers, ça, je mets ça dans l'éducation, on met juste ça de côté et on essaie de s'entendre sur le reste, et après on prend la programmation budgétaire, et là on a eu tout le temps des formations pleines, et ils en redemandent, enfin côté État. Je pense que indirectement, au-delà de la question purement technique de on aurait pu, à la lecture de l'instruction, se dire, bon ben voilà, c'est encore une grille à renseigner, quelque chose d'hyper technique. C'était un espace, on a peu d'espace d'échange. On a de moins en moins d'espace d'échange sur des questions de fond. Celle-ci est un vrai enjeu en tant que tel. Et la proposer une dynamique sur le long terme, un accompagnement. Je pense que c'est aussi une respiration pour les services déconcentrés, pour les services instructeurs que nous sommes, de sortir un peu le nez du guidon. Alors, enfin, on l'a vraiment ressenti de telle sorte, et je vais vous dire, ils sont toujours présents, ils sont toujours en train de répondre, et avec les difficultés qu'ils rencontrent, des fois c'est assez intéressant quand ils nous renvoient une action en disant, j'ai pensé plutôt
dans cette configuration. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, c'est un travail collectif et c'est assez plaisant, en fait, finalement, quand on coordonne ça, c'est très intéressant. Merci Fatima, merci. Tu as déjà entamé en fait la synthèse, j'imagine, que Eric va nous faire de ce webinaire. Je vous laisse la main, Eric, pour cet exercice qui ne risque pas d'être facile, mais je sais que vous avez une vraie sensibilité pour ce sujet. Absolument, merci à toutes, merci à tous, merci vraiment à tous les intervenants de nous avoir montré ces différentes expériences et ces différents outils. Et puis, merci aux intervenants d'avoir enrichi véritablement le débat. Moi, je retiens quand même plusieurs aspects de tout ce qui vient d'être échangé durant ce webinaire. D'abord, je retiens l'existence d'outils de connaissance et d'accès à cette connaissance. Merci vraiment à l'ONPV et à l'Observatoire des territoires de nous avoir fait partager l'existence de ces outils. Je ne suis pas sûr qu'on les ait tous dans le viseur au quotidien et qu'on s'imagine qu'on a ces outils de référence qui sont des outils, on l'a vu, très simples de consultation, très lisibles, qui permettent en fait deux choses, qui permettent de connaître la situation dans le territoire dans lequel on intervient et qui permettent aussi de se comparer et de se comparer à plusieurs échelles. Et ça, je crois que c'est assez essentiel. Il faut connaître la situation, j'allais dire, en valeur absolue, mais il faut aussi la connaître en valeur relative. Et je crois que ces outils sont vraiment, de ce point de vue-là, des outils extrêmement utiles et qui sont des outils de connaissance, mais qui sont des outils, pour le coup, d'aide à la décision qui peuvent être utilement mobilisés. Alors après, j'en viens véritablement aux autres outils qui ont été évoqués. D'abord, moi, je suis très content du témoignage du département de l'Essonne, mais aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est un témoignage qui fait bien ressortir à quel point, d'une part, quand on s'engage dans cette démarche égalité femmes-hommes, il faut du temps. Il faut commencer par avoir une bonne photographie de la situation et pouvoir analyser les aspects véritablement de progrès et les aspects les axes, pardon, à une question qui, reconnaissons-le quand même de manière assez honnête, était une question un petit peu planante. On parlait de transversalité de la thématique égalité femmes-hommes dans les contrats de ville, mais tout ce qui est transversal vivait infiniment moins bien que nos trois grands piliers, cohésion sociale, renouvellement urbain et développement économique et emploi. Et là, je crois que pour le coup, si au moins l'instruction qu'on vous a adressée a permis d'initier cette dynamique et cette réflexion, ce que je crois comprendre de ce qui a été dit par ces témoignages, je pense qu'on aura au moins réussi les choses et je pense qu'on les aura réussi aussi parce qu'on aura, et c'est mon deuxième point là-dessus, supplémentaires qui venaient s'ajouter au dossier de demande de financement, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a initié un dialogue. C'est-à-dire qu'effectivement, les associations vous ont contacté pour savoir et pour se questionner finalement et se questionner avec votre appui, avec votre accompagnement sur comment on peut faire pour progresser sur le terrain de l'égalité femmes-hommes. Et là aussi, vous voyez, cette dimension de dialogue, elle est extrêmement utile. Et puis la question des formations, évidemment, de la formation et de l'appétence à la formation. Je crois que là, pour le coup, avec cette dynamique, on est en train d'initier un effort de formation. Je sais que les centres de ressources de la politique de la ville y participent pour beaucoup. Beaucoup d'entre eux se sont emparés du sujet et proposent des formations sur le sujet, pas seulement eux d'ailleurs, d'autres intervenants aussi. Et ça, je crois que c'est assez positif. Alors après, il reste la question véritablement des outils et de la fabrication de ces outils. Je crois que on a manifestement, on l'a vu sur la grille de questionnement sur laquelle a travaillé l'Essonne, on a véritablement pour le coup
une tentative de traduction que j'ai trouvée personnellement très intéressante et qui vit bien en plus avec notre système de gestion des demandes de financement qui vit bien avec Dauphin. J'ai trouvé que cette grille était très bien faite. C'est vraiment aussi à partir de ce type d'analyse qui viennent alors là pour le coup, qui viennent vraiment de la base, qu'on doit pouvoir progresser. Et au-delà de ça, il y a certainement à trouver des éléments de finesse d'analyse qui renvoient très directement à l'activité des associations, à la façon dont elles se pilotent, dont elles se gouvernent, dont elles suivent leur activité, dont elles l'évaluent. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'instrument qui nous a été montré, l'outil qui nous a été montré par Frédéric Fender sur donc l'Inclusi Score, est certainement un outil très utile pour le questionnement que les associations peuvent se poser. Parce qu'en dernière instance, il y a deux façons de regarder ce qu'on a essayé de faire, en tous les cas, sur le budget intégrant l'égalité. Il y a une façon très étroite, je dirais, qui est intéressante et dont il ne faut pas s'exonérer parce qu'elle est importante, mais qui mettra un petit peu de temps à se dégager, on l'a vu dans les témoignages. C'est la question de la modulation du financement du soutien aux associations au regard des efforts réalisés pour progresser vers l'égalité femmes-hommes. Je crois que sincèrement, c'est une politique d'incitation. On a parlé de bonus-malus, j'ai bien ça en tête. Il y a quelque chose de cette idée-là qui, je crois, est une façon quand même, à un moment donné, de donner une traduction très opérationnelle aux efforts qui ont été faits. Alors après, il faut être en mesure de le faire, il faut préparer les esprits. Moi, je souscris complètement à ce qui a été dit, c'est-à-dire que dans un premier temps, il faut déjà avoir une connaissance et des outils et de la situation pour pouvoir aller sur cette voie-là. Mais il ne faut pas l'écarter, cette question de la modulation financière, parce qu'on sait que quand même, c'est au travers de mécanismes incitatifs qu'on fait progresser la cause de l'égalité femmes-hommes d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une deuxième façon de regarder ce qu'on a initié, et je crois que ça ressortait quand même très nettement, et je conclurai par là, de tout ce qu'on vient de se dire, c'est qu'au fond, on aura initié une nouvelle façon de voir le soutien public aux associations de la politique de la ville, aux associations qui interviennent dans les quartiers et qui sont aussi des associations, bien souvent, parce que ce sont beaucoup des petites associations, hein, il faut toujours avoir ça en tête, des associations de proximité qui émanent elles-mêmes des quartiers. Et ça, je crois que arriver à initier ce débat, arriver à initier cette interrogation, arriver à initier, j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur Auvergne-Rhône-Alpes, au fond, un pas de côté et quelque chose qui nous sort un peu du guidon et nous sort un peu des grands dispositifs verticaux que nous, au niveau central, on a tendance à projeter. Je pense notamment au fameux pilier du contrat de ville. Voilà. Ben là, l'égalité femmes-hommes, c'est une autre façon de regarder ce qu'on fait et de s'interroger sur ce qui est fait. Et ça, je crois que c'est toujours salutaire et toujours stratégique. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Donc il faut aller dans ce sens-là et je crois qu'on va tous tirer des conclusions de tout ce qui a été dit. On a, je le dis, l'intention de relancer un peu la réflexion sur ce sujet, à actualiser probablement les termes de l'instruction de 2019 au regard des échanges d'expériences et de la façon dont tout ça s'est mis en place, au regard des outils qui existent aussi bien en interne, j'allais dire, à l'administration qu'à l'extérieur. L'Inclusi Score en fait partie. Donc voilà, à très bientôt pour parvenir à mettre tout ça autour d'une table et autour d'un document très opérationnel pour tout le monde. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à tout ça. Merci de votre attention et j'espère qu'on se retrouvera avant le 8 mars 2022 pour pouvoir échanger sur ce sujet. L'égalité femmes-hommes, ce n'est pas seulement au mois de mars. Merci Eric et merci pour votre écoute attentive à ces webinaires. Au plaisir de vous retrouver.